Système de guidage. Branché. Pilote automatique. Présent. Indicateur de matière obscure. Il fait un bruit. Tous les systèmes opérationnels. C'est parti. Ça va, vous secouer un petit peu. Qu'est-ce que c'est pas possible de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le travail. Voilà ce qu'il fallait dire à ce bon peuple. Voilà ce qu'il fallait dire. C'est un exercice qui peut provoquer des vomissements, ou des vertiges ou des déséquilibres. Travail du cervelet, travail de la rate, travail du foie. Ça va vous secouer un petit peu. Et voilà le travail. La religion, c'est l'opium du peuple, virgule, c'est le souffle de l'esprit opprimé. Si on faisait une émission sur Charlie Hebdo? Bof, pour dire quoi? Je sais pas. Notre tristesse, notre émotion? Bon non, ça on se le garde, c'est perso, c'est pas de la radio. Faudrait qu'on entende autre chose que BFM TV. Ouais, mais quoi? Qu'un terroriste, c'est d'abord un chômeur, pas un musulman. Ouais, et aussi que caricaturer les puissants c'est utile alors que se foutre de la gueule des damnés de la Terre, je vois pas trop l'intérêt. Et qu'est-ce qu'on chante? Ah bah là j'entonnerais bien l'Internationale. Bah, c'est pas une chanson pour enfants. Bah si, c'est une chanson pour tout le monde. Ouais, mais tu la trouveras pas dans le bac chanson pour enfants de ton torrent favori. Ok, alors on la chante sur l'air de Petit Papa Noël. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'Internationale sera le genre humain. C'est Radio Campus, vous écoutez Travaille ta gauche, l'émission qui devrait surveiller sa droite sur 106,6 et sur campuslille.com. Pendant 1 heure, tous les premiers et troisièmes lundis de chaque mois, nous nous adressons à votre entendement. Nous avons causé avec Emmanuel Riondé, qui, assez vite après le 7 janvier, a publié sur son blog un article de fond intitulé « Charlie et quelques questions qui fâchent, tout ce qu'il nous fallait ». Mais on ne s'est pas arrêté là. On a demandé à Gilles Balbastre, documentariste, notamment des nouveaux chiens de garde, à Saïd Bouamama, sociologue et militant, et à Olivier Dussard, militant du NPA, ce qu'ils en pensaient. Pas à me justifier, tel quel, c'est à prendre et à ne pas laisser. Je m'excuserai de rien, surtout pas d'avoir faim. Et dans la fosse à purin, tout vomir encore moins. Je manque de gratitude pour sûr, depuis qu'on m'a prédit de croupir parmi les masques et les murs. Vu la violence de ce qui s'est passé, on peut pas aborder les questions, toutes les questions qui se posent sans commencer par condamner l'attentat, la vingtaine de morts, compris d'ailleurs les assaillants, les terroristes. Tout simplement parce que là on est sur, quels que soient les enjeux, quelle que soit la région du monde, quel que soit sur des lignes rouges, à partir du moment où on prend des armes pour tuer des civils, et c'est le cas, c'est de ça dont on parle, puisque les 12 personnes tuées, enfin à part les 2 policiers tués, mais qui étaient quand même des policiers qui n'avaient pas prévu d'aller au combat ce jour-là, on parle de journalistes et de clients d'un hypermarché. Là on est sur des lignes rouges. Moi je me souviens très bien que dans les années 90-2000 à France-Palestine, quand il y avait des attentats perpétrés par le Hamas contre des civils israéliens, avant de dire tout ce qu'on avait à dire sur l'état du processus de paix, la démission des parrains internationaux de ça, on commençait par condamner ça, parce que tuer des civils dans un bus à Tel Aviv ou à Jérusalem, ça n'a pas du tout le même sens que s'affronter à des soldats de l'armée israélienne ou même à des colons, c'est pas la même chose. Or, ce qui s'est passé à Paris fin janvier, c'est des civils qui ont été tués et en plus des journalistes. Donc évidemment, je pense que cette condamnation-là, elle est totale et sans nuance. Enfin, de ma part, elle est totale et absolument sans nuance. Ça, c'est effectivement une première chose. Tu fais le lien parce que tu as travaillé assez longtemps à Regard et tu bossais souvent sur le conflit israélo-palestinien, donc tu connais bien. Exactement, tout à fait. Ouais, c'est un conflit sur lequel j'ai travaillé effectivement, et je continue d'ailleurs, en tant que journaliste, en m'y rendant quand je peux, moins souvent que je le souhaiterais, mais je m'y suis quand même déjà rendu à plusieurs reprises en Palestine, et puis en le travaillant d'ici, puisqu'on ne manque pas d'interlocuteurs à faire parler sur ce sujet-là ici en France. Et puis aussi, pour être tout à fait honnête, c'est un conflit dans lequel je me suis impliqué en tant que
dans lequel je me suis engagé en tant que militant de la société civile en France de longue date, avant de le traiter en journaliste. Emmanuel Riondé, militant pro-palestinien, journaliste marseillais, nous dit ce qui l'a choqué dans la grande manifestation du 11 janvier. Ce qui m'a choqué, c'est plus l'appel à l'union nationale qui l'a précédé. Ça, j'ai trouvé ça choquant parce que là, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans une hypocrisie qui était difficilement acceptable. Si l'invitation qui a été faite par le pouvoir central à se rassembler, l'invitation faite à la communauté nationale, à se rassembler dans un moment de douleur, comme on l'a vu tout à l'heure, un attentat perpétré contre des civils, des journalistes sur leur lieu de travail, un moment tout à fait inattendu, à se rassembler pour se retrouver un peu, pour fédérer un peu la peine et les bonnes volontés dans un moment comme ça, pourquoi pas? Simplement, on n'a juste pas besoin d'une injonction venue du pouvoir central pour ça. Donc là, je vois pas bien l'intervention à quoi elle sert. Si c'est pour inviter le bon peuple à marcher derrière les dirigeants du pseudo-monde libre, non. Or, à mon avis, l'Union nationale, telle qu'elle a été pensée, c'était de ça dont il était question. C'est ça qui m'a choqué, et qui a choqué beaucoup de gens d'ailleurs. Là, pour le coup, on n'est pas tous seuls dans ce cas-là. Alors, rappelle-nous, on n'est pas tous conscients de qui était là en première ligne de la manifestation parisienne. Alors, je ne vais pas être exhaustif, parce qu'il y avait du monde. Hein. Oui, bien sûr. Il y avait une quarantaine d'États qui étaient représentés. Mais puisqu'il s'agissait quand même de défiler pour défendre la liberté d'expression, on peut relever qu'il y avait parmi ces représentants d'État des représentants de pays comme l'Égypte, comme la Turquie, comme d'autres pays qui ne sont pas au Proche-Orient, dont j'ai pas les noms en tête, mais qui brillent pas par leur respect des libertés fondamentales de la presse et du droit à s'exprimer. Il y avait aussi, on en parlait tout à l'heure, de la Palestine, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et l'un de ses anciens ministres, Avigdor Lieberman, qui sont des dirigeants qui, sur l'échiquier politique israélien, sont droite extrême et extrême droite. L'un, on a un souvenir assez récent et cuisant de lui, il a dirigé la guerre qui s'est déroulée cet été à Gaza, qui a occasionné plus de 2000 morts, dont plus de 1500 civils, dont à peu près 500 enfants mineurs. Là, on parlait tout à l'heure d'assassinats contre des civils. Voilà, on peut parler de terrorisme d'État. Depuis l'adhésion de la Palestine à la CPI, M. Netanyahou était quand même un criminel de guerre présumé. L'autre, Lieberman, c'est quelqu'un qui a régulièrement fait des sorties ces dernières années autour de la thématique de l'épuration ethnique. Donc alors voilà, encore une fois, je ne suis pas exhaustif, il y avait d'autres personnes, il y avait aussi des chefs d'État africains, je crois qu'il y avait celui du Gabon. Là, clairement, c'est une vaste rigolade que de nous dire qu'on va défiler pour l'Union nationale derrière un tel carré de tête, qui en plus est physiquement existé en tant que tête. C'est-à-dire il y avait bien un carré de tête, évidemment, puisque là on avait affaire à des gens qu'il fallait évidemment protéger, qui étaient physiquement détachés du reste du cortège. Moi, j'y étais pas, hein, on a tous vu ces images à la télé. Donc c'était ça l'Union nationale, c'était défiler derrière ces mecs-là. Donc l'immense majorité ont des responsabilités écrasantes dans l'état actuel du monde qui peut conduire au type de dérive et d'accidents tragiques, enfin d'événements tragiques pour lesquels on était rassemblés. Enfin, non seulement c'est une vaste rigolade, mais c'est un paradoxe absolu là. Tu t'y retrouvais dans cette manif, alors toi tu l'as faite à Marseille, hein, puisque tu es Marseillais, tu t'y retrouvais dans cette manifestation quand même? Oui, je m'y suis retrouvé parce que je pense que le samedi et le dimanche, très honnêtement, il y avait encore la place pour l'émotion. Ça venait de se passer. Et c'est ce que je disais moi au début de l'entretien. J'assume le fait qu'à un moment donné, dans un moment comme ça, d'une telle violence, il y a un besoin de se retrouver. Et donc c'est pour ça moi que j'y étais, que je m'y suis retrouvé. Et les gens que j'y ai retrouvés, qui sont des amis avec qui, entre autres, et des camarades avec qui je partage beaucoup d'analyses sur ce qui s'est passé, étaient aussi dans cet état d'esprit-là. Voilà. Par exemple, très clairement, il y avait ce jour-là, le samedi, quelqu'un que je connaissais pas, et avec qui j'ai probablement beaucoup de choses en commun, mais qui hurlait sur le cortège « Je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Charlie », on va y revenir après, moi-même je ne suis pas Charlie. Et j'ai trouvé qu'il avait tout à fait le droit et raison de le faire, mais je suis pas sûr que c'était le bon moment. Parce que ce jour-là, il y avait des gens qui étaient venus en famille, c'était aussi le moment où on essayait d'expliquer péniblement aux enfants ce qui se passait dans ce pays. Il ne s'agissait pas de dire « Je suis Charlie », en tout cas moi je ne l'ai jamais dit, mais c'était pas forcément tout de suite le moment pour dire « Je ne suis pas Charlie ». Donc, enfin, ça t'étonnera peut-être, mais oui, ça m'a pas dérangé, moi, d'aller manifester, à condition de le faire
en mettant les distances que j'ai posées au préalable, et ça c'était fait, et les gens qui étaient dans la rue avec moi, pour beaucoup d'entre eux, étaient sur ce créneau-là. C'est-à-dire, on était dans la rue samedi, mais nous on n'était pas Charlie, mais on était quand même dans la rue parce que ce qui s'était passé la veille, ça nous avait choqué, bouleversé, et qu'il fallait aussi occuper l'espace pour justement pas le laisser uniquement à ceux qui disaient je suis Charlie. Ouh là là, il n'est pas Charlie, il a pas froid aux yeux ce gars-là, il risque de finir en tôle. Remarque, c'est vrai qu'il n'est pas tout seul à penser ça. On parlait avec Olivier Dussard, du NPA, et il réagissait à propos d'un article de Shlomo Sand, grand historien israélien, à propos de Charlie Hebdo. Dans l'article de Shlomo Sand, à la fois, il y a l'expression d'une solidarité par rapport à Charlie Hebdo, indignation, émotion par rapport à l'assassinat dont l'équipe éditoriale de Charlie a été l'objet, et donc derrière défense en fait de la liberté d'expression et du droit au blasphème. Mais Shlomo Sand introduit en fait un repère qui est celui de dire que lorsqu'on critique en fait une religion, eh bien, il faut distinguer la religion des oppresseurs et la religion des opprimés. Et que du coup, il y a une critique qui est faite du choix éditorial de Charlie Hebdo, qui a été, à un moment donné, de cliver et de cibler l'islam au cours des années 2000 dans un pays occidental, alors que l'islam était la religion, par ailleurs, de gens dominés, de gens discriminés et de gens opprimés. Et donc, du coup, bien évidemment, on a le droit de critiquer la religion, il ne s'agit pas de le contester pour Charlie Hebdo, mais on peut douter de l'opportunité à ce moment-là de le faire, et ce qui est intéressant dans Shlomo Sand, c'est qu'il fait la comparaison avec Charlie Chaplin, en disant que Charlie Chaplin, effectivement, a défendu un certain nombre de choses, mais toujours en distinguant, en fait, où était l'opprimé, où était l'oppresseur. Et on peut pousser la réflexion derrière l'exemple du dictateur en 1940, où on peut se demander quel serait le regard qu'on aurait aujourd'hui sur Chaplin si en 1940, au lieu de prendre le sujet du dictateur, Chaplin avait fait une critique de la religion juive. Pas du tout une critique antisémite, mais une critique de la religion juive, de la manière dont on la pratique, de l'ensemble de ses présupposés. Ça aurait été une critique blasphématoire, laïque de la religion juive. Pas du tout raciste ou pas du tout antisémite. Quel regard on porterait aujourd'hui par rapport à ce type de critique qui serait intervenu alors qu'on amenait effectivement les juifs en masse dans les camps. Et donc la question de l'opportunité se pose, et la réflexion de Shlomo Sand est intéressante par rapport à Chaplin, de toujours dire, voilà, l'humour se positionne aussi par rapport à une opportunité. Qui est l'opprimé, qui est le dominé, qui est le dominateur, et c'est finalement, ce sont ces repères qui sont des repères de classe que Chaplin avait en lui. Bon, tu voulais continuer sur Jaurès-Gued, alors là je sais pas ce que tu voulais dire, mais... Oui, alors c'est intéressant de... Oui, c'est-à-dire que le débat qu'on peut avoir sur l'islamophobie aujourd'hui, sur le fait de savoir est-ce qu'on doit cliver sur la question de l'islamophobie, peut rejoindre un des nombreux débats qu'avaient Jean Jaurès et Jules Gued au début du XXe siècle, à l'époque de querelles sur la question religieuse. Et Jaurès considérait qu'il fallait, notamment au moment de la loi de 1905, apaiser le débat sur la question religieuse, parce que en apaisant le débat sur la question religieuse, on pouvait poser le débat sur la question sociale. Et donc Jaurès nous disait, oui, apaisons la question religieuse pour poser le débat sur la question sociale, tandis que Gued, lui, faisait de l'élément de religieux, en fait, un élément de clivage absolu. Et donc on avait un changement complet de repère, puisque Jaurès était perçu plutôt comme un mou, était présenté par Gued plutôt comme un mou, quelqu'un qui faisait énormément de concessions envers la bourgeoisie, tandis que par rapport au clivage religieux, Gued en faisait un élément fondamental qui le poussait à faire une alliance de fait avec les radicaux, qui à l'époque étaient le principal parti de la bourgeoisie française, sur la question du rejet du catholicisme, alors que Jaurès lui considérait que ce point de vue-là était tout à fait important, mais qu'il occultait les questions sociales, et qu'il valait mieux apaiser cette question-là pour poser la question sociale. Et ça renvoie à la question de savoir qui est dans notre société dominant, qui est dans notre société dominée. Est-ce qu'on doit cliver sur ces questions-là ou pas? Et si on ne clive pas sur ces questions-là, on peut penser qu'on peut effectivement poser la question sociale et lutter ensemble pour la transformation sociale, qui peut d'ailleurs, transformation sociale, nous permettre de prendre beaucoup de recul avec le fait religieux.
Sympathie pour les anges noirs qui savent tirer de l'or des débris d'une épave. Les faux filons m'épuisent, ma musique se brise comme un os sur l'enclume. Voilà le jus de ma plume. On y trouve des airs de chlorure et des capsules de cyanure. Et puis les oiseaux morts qui peuplent encore l'Algérie qui me coule du corps à l'heure des pénuries. Je manque pas d'appétit et ma violence fleurit. Des lits d'ortie couchent avec l'ennui, se lèvent au pied du bruit. Et oui, j'ai des pleines poubelles de crépuscules sans ciel que je viens vider au seuil du paradis tel quel. La religion, c'est l'opium du peuple, virgule, c'est le souffle de l'esprit opprimé. C'est Travail à gauche, vous retrouvez nos émissions sur campuslille.com ou sur YouTube, tapez Travail à gauche. Être ou ne pas être Charlie. Interrogé récemment l'émission L'heure de le mettre sur Radio Campus. Mais a-t-on vraiment le choix? Ce qui nous est imposé depuis le début, c'est je suis Charlie. Donc c'est par rapport à ça que le je suis pas Charlie répond à ça. Je suis Charlie, c'est quoi? Je suis Charlie, pour moi, c'est le nom qu'on donne à cette espèce de ce qu'on pourrait appeler d'espace émotionnel dans lequel on voudrait nous faire perdurer depuis les 8, 9, 10 janvier, là. Depuis l'attentat du 7, puis le lendemain à Montrouge, puis le surlendemain à Vincennes. Émotion, encore une fois, je le redis, bien légitime. Simplement, l'émotion, au bout d'un moment, elle se tasse. Et le je suis Charlie, à mon avis, la fonction principale du je suis Charlie, c'est de nous maintenir dans cet espace-là. Parce que quand on reste dans l'émotion, et ça c'est vrai pour tout, on est dans l'émotion, du coup on ne se pose pas forcément les bonnes questions, les questions profondes, les questions de fond qu'il faut évidemment nécessairement se poser dans une telle séquence. Donc moi ce que je dis, c'est que je ne suis pas Charlie. Premièrement parce que, je viens de le dire, je refuse d'être assigné à cet espace d'émotion dans lequel on ne peut pas poser les bonnes questions, et je pense qu'il est largement temps de les poser. Deuxièmement, et c'est évidemment la raison principale, parce que Charlie, c'était quoi? Charlie Hebdo, c'était un journal, c'est toujours d'ailleurs, puisqu'ils ne sont pas morts, ils continuent d'exister en tant que journal. Et un journal, c'est d'abord une ligne éditoriale, et moi, la ligne éditoriale de Charlie Hebdo, c'était pas la mienne. C'était pas la mienne avant les attentats, et c'est pas parce qu'ils sont morts, et je reviens pas sur ce que j'ai dit au début, la condamnation et les regrets que j'ai de ce mort, évidemment, mais c'est pas parce qu'ils sont morts que je vais épouser leur ligne éditoriale, qui par ailleurs n'a pas changé, puisqu'ils ont continué avec le numéro qui a suivi. Donc c'était une ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale de Charlie, pour moi, et encore une fois je ne suis pas le seul, elle était quand même très marquée depuis une quinzaine d'années par le fait qu'il flirtait et des fois embrassait carrément à pleine bouche l'islamophobie. Voilà. Ça pour moi c'était le trait marquant de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Et donc il est hors de question, quoi qu'il arrive aux gens de cette rédaction, que je devienne Charlie. La dernière des raisons qui fait que je ne suis pas Charlie, c'est que Charlie Hebdo, c'était pas une plume, c'était une rédaction. Une rédaction, c'est pluriel. Moi, je suis journaliste et je sais ce que c'est qu'une rédaction. Dans une rédaction, il y a plusieurs personnes qui arrivent tous avec leur façon d'aborder l'actu, avec leur sensibilité, leurs propres émois politiques. Et chacun d'entre eux s'accommode d'une ligne éditoriale. C'est pas parce qu'on est dans une rédaction qu'on est la ligne éditoriale. Or, Charlie Hebdo, y compris parmi les gens qui ont été tués le 7 janvier, il y en avait une dizaine, tous n'étaient pas, à mon avis, complètement raccord avec la ligne éditoriale. Donc moi, je fais le distinguo, pour vous donner des noms, entre quelqu'un comme Philippe Val, qui a incarné pendant toutes les années 2000 cette dérive de la ligne éditoriale de Charlie, et probablement, j'en connaissais aucun personnellement, mais je me dis que probablement des gens comme Cabu ou Tinus n'étaient peut-être pas si islamophobe que lui. Donc je ne suis pas Charlie aussi pour ça, parce que Charlie c'était pas c'était une pluralité, et donc je vois pas pourquoi là aussi encore une incantation à l'unité qui fonctionne pas pour moi. Est-ce qu'on n'a pas le droit de caricaturer? Pour moi, a priori, dans mon esprit à moi, on a le droit de tout caricaturer tout le temps. Ce que je reproche à Charlie Hebdo, c'est pas tant d'avoir caricaturé le prophète, c'est le moment où ils l'ont fait, et c'est de s'être acharné à le faire. J'ai lu l'autre fois une très bonne contribution dans la pluie de contributions qu'on a eues après ces histoires-là, de monsieur que tu connais sûrement, qui s'appelle Shlomo Sand, l'israélien. Oui, tout à fait. Un texte qui a été publié notamment sur le site de l'UJFP, l'Union des Juifs Français pour la Paix. Et j'ai trouvé qu'il avait un très bon exemple pour dire, il avait une très bonne clé pour expliquer ce qui le dérangeait dans les caricatures du prophète. Il faut se rappeler qu'une des premières caricatures qui a posé problème à Charlie Hebdo sur l'islam, c'était celle d'un prophète. En plus, on dit un prophète, après tout, finalement, on voit un musulman enturbané avec une barbe. Bon, bref. En tout cas, en l'occurrence, c'était un musulman enturbané avec une barbe, et dans le turban, il y avait un obus. Et ce que dit Shlomo Sand, il dit que cette caricature-là, ce qu'elle voulait dire, c'était qu'elle assimilait l'islam au terrorisme. Ce qui est quand même le cliché majeur du monde occidental post-11 septembre, musulman égale terrorisme. Voilà. Ce qu'il disait lui,
c'est que c'était d'une violence qui était égale à celle qu'on aurait fait si on avait représenté un rabbin, et si dans le chapeau du rabbin, on avait dessiné des liasses de billets, qui est là le vieux cliché antisémite, juif égale argent. On a le droit de faire des blagues sur le cancer dans un institut de cancérologie. On a le droit de faire des blagues sur le génocide nazi en 1944. Mais est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon lieu? Je ne crois pas. Ce que je reproche à Charlie Hebdo, c'est pas d'avoir continué dans leur ligne qui, effectivement, ils ont raison, c'est pas faux. Ils ont toujours tapé sur toutes les religions, tout ça. Ce que je trouve très étrange, c'est que pour un journal qui se revendique de gauche et qui historiquement était plutôt de gauche, dans un moment où socialement le pays il est marqué par une montée repérée par des institutions publiques qui n'ont rien de militant gauchiste, qui s'appelle l'islamophobie. Depuis 15 ans, ce pays voit chaque année l'islamophobie s'installer durablement dans le pays. Qu'un journal qui se dit de gauche ne prenne pas acte de ça, et au contraire, au moment où il y a ça qui se passe, ils en aient rajouté semaine après semaine à taper sur le prophète, qui est effectivement un sujet extrêmement sensible pour les musulmans, c'est pour le moins suspect. Et pour moi, c'est plus que suspect. Ça suffit à dire, à cet acharnement-là pendant 10 ans, il suffit à me laisser penser qu'on avait bien affaire à une ligne éditoriale qui était islamophobe. Oui. Au nom, comme on l'a beaucoup vu dans le débat français de ces dernières années, d'une défense de la laïcité, qui est complètement instrumentalisée, puisque la laïcité n'a absolument rien à voir avec ça. Ça c'est un autre sujet, mais Charlie Hebdo était sur ce credo-là. Val c'est sur ça qu'il nous a vendu sa ligne, c'est qu'il fallait défendre la laïcité. C'est le monde libre, voilà. Ah, Charlie défend le monde libre, la liberté d'expression, quoi. On le voit en ce moment. Tu dis « je ne suis pas Charlie », hop, prison. Tu respectes pas les minutes de silence, hop, viré. Saïd Bouamama, sociologue militant, est un peu limite lui aussi quand même. Ce que je vais dire là n'enlève rien du droit de faire des caricatures. Mais il faut se poser la question de ce ciblage sur l'islam particulier qu'a eu Charlie Hebdo. À quelle période? À une période où les populations qui avaient cette foi étaient les plus précarisées, les plus paupérisées, les plus en souffrance, etc. Il faut se poser la question. Ils ont le droit de le faire, mais ne nous étonnons pas que ça provoque, non pas des attentats, ça je pense que c'est complètement justifiable, mais des colères. Et c'est pour cela, à mon avis, que les gens n'ont pas été manifestés. Je suis Charlie, les gens, le slogan « Je ne suis pas Charlie » a été massif. Et pour moi, il est légitime. Je n'ai pas été manifesté, je suis sociologue, je n'ai pas été manifesté, je ne suis pas Charlie. Pas seulement d'ailleurs sur la question de l'islam. Ça montre d'ailleurs tout le gouffre, parce qu'il faut poser des questions sur ce qu'est la composition de Charlie en tant que telle. Combien de femmes caricaturistes dans Charlie? Quel discours a Charlie sur les femmes? Regardons les images. J'aurais aimé que des associations féministes disent « Je condamne les attentats, mais je ne suis pas Charlie », parce que l'image de la femme qu'il y a dans Charlie est une image extrêmement réactionnaire. C'est un objet à disposition des hommes, et ça n'est que ça. Ceux qui ne sont pas convaincus dans les auditeurs, parce qu'on ne le voit plus, allez regarder particulièrement les dernières images, les images de femmes dans les derniers numéros de Charlie, quelle place elles ont, comment elles sont, etc. La même chose sur les ouvriers. Les ouvriers auraient dû dire on condamne les attentats, mais on n'est pas Charlie. Le bof, c'est qui dans les dessins de Charlie? C'est un ouvrier, c'est pas la classe moyenne. Et donc on a vraiment cette idée-là d'un groupe de personnes qui regardent la société de manière méprisante. Or, c'est qui est caricaturé? Ce sont des ouvriers qui sont ramenés à des bofs, ce sont des femmes qui sont ramenées à des objets, ce sont des musulmans qui sont ramenés à que des réactionnaires. Et donc il y avait, pour moi, il y avait un problème sur la signification des critiques de Charlie. Quelle catégorie de la population elle servait? Quelle classe sociale elle servait? Moi je ris de toutes les caricatures, ça m'amuse, sauf que je me pose la question du message politique. Quand les caricatures des puissants, ça sert une classe sociale. Quand les caricatures servent, attaquent, diabolisent, réduisent des minorités, des faibles, des dominés, il faut se poser la question de à qui ça sert. Et moi je pense que Charlie n'est pas aussi libertaire qu'on le dit, il n'est pas aussi progressiste qu'on le dit, parce qu'il s'attaque fréquemment, non pas aux puissants, mais aux dominés. Et donc ça explique pourquoi, légitimement, et je le redis au risque d'être condamné, légitimement, les gens avaient le droit de dire « je suis pas Charlie ». Et je pense que c'est ça qui a provoqué la non-présence dans les manifs. Si nous avions eu une manifestation avec comme mot d'ordre « la France contre les attentats » ou « tous unis contre les attentats », on aurait eu toute la France de présente. Là, c'est clair, les populations sur l'immigration étaient écœurées. D'ailleurs, les débats, c'était « mais pourquoi on m'empêche de dire « je suis contre les attentats » parce qu'on m'a ramené à Charlie ». L'autre aspect de
de Charlie Hebdo, il faut quand même le rappeler. Charlie, il faut le voir dans son mouvement historique. Le Charlie d'aujourd'hui n'est pas le Charlie qu'on pu connaître. D'ailleurs, j'étais assez surpris dans les débats de ces 2 dernières semaines. J'ai fait beaucoup de débats, vous l'imaginez. J'étais assez surpris de voir des gens d'une 50aine d'années qui n'ont plus lu Charlie depuis 15 ans et qui pensaient que le Charlie était encore le Charlie de leurs 20 ans. Charlie Hebdo a soutenu toutes les guerres. Toutes les guerres. Que ça soit en Syrie, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Ukraine, en Yougoslavie. Charlie a appelé à soutenir les gouvernements occidentaux qui allaient en guerre. Et il faut vraiment que les gens se replongent dans les Charlie de la dernière période, parce que pour beaucoup de gens qui ont réagi, c'est le Charlie de leur jeunesse, leur Charlie qui leur a appris à foutre en l'air les dominants, à ridiculiser un certain nombre de normes bourgeoises, etc. Sauf que depuis, Charlie a évolué, et il était un partisan des guerres, de toutes les guerres. Toutes les guerres de l'OTAN ont été soutenues par Charlie. Pour Saïd Bouamama, l'OTAN utilise une idéologie pour justifier ces guerres, l'islamophobie. Très clairement, encore une fois, et puis là c'est pas moi qui le dis, c'est un sujet sur lequel j'avais un peu travaillé pour différents journaux là, il y a quelques mois. La CNCDH, qui est donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme, rend chaque année un rapport sur les actes et violences racistes en France. Sur l'année précédente. Donc le dernier qu'on a dans les disponibles, il a été rendu public en avril 2014, il concerne les chiffres de 2013. Et ce que dit ce rapport pour une nouvelle année consécutive, c'est que l'islamophobie progresse, donc les actes et les perceptions, que c'est le cas depuis une vingtaine d'années, que sur les 2 dernières années, la homophobie a explosé, que dans tous les cas, on trouve toujours des raisons. Une des raisons qui explique ça, c'est la libération de la parole publique sur ces sujets-là. Et très clairement, et ça c'est les gens de la CNCDH qui me l'ont dit texto, la séquence, le mandat Sarkozy, on est vraiment dans un moment, les 5 ans, là, entre 2007 et 2012, où la parole publique, la parole politique sur ces sujets-là, elle se lâche complètement, avec notamment sur les dernières années des trucs sur les Roms qui sont insensés. On a eu des élus qui ont regretté que les pompiers soient intervenus trop tôt, enfin des trucs de fou. Et ce qu'ils disent, eux, c'est que tendanciellement, et là je parle bien de tendance, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'antisémitisme qui a longtemps été un vrai mal français, et qui est loin d'être résorbé, de toute façon ça c'est clair, mais tendanciellement il a tendance à baisser. Aujourd'hui encore, et ça c'est probablement, il faut le craindre, renforcé ces derniers jours, une grande partie plus de la moitié du pays considère que les musulmans sont une communauté à part. Alors que pour les juifs, et c'est une bonne chose, depuis 50 ans, cette perception baisse. Donc, continuer de faire de l'antisémitisme, enfin là j'aurais 2 choses à dire, mais continuer de faire de parler de l'antisémitisme comme si c'était le principal pôle de racisme en France, c'est faux, c'est tout simplement faux. Par contre, et ça je crois qu'il faut bien en prendre conscience, ce qui vient de se passer le dernier jour des 3 jours d'attentat, ce qui s'est passé à Vincennes et ce qui s'était passé en 2012 à Toulouse avec Mohamed Merah qui était rentré dans une école juive et qui avait tué notamment une petite fille de 6 ans en lui mettant un pistolet sur la tempe, de fait, et ça il faut être très clair là-dessus, ça doit créer au sein de la communauté juive dans ce pays un sentiment d'angoisse et de panique qui est bien compréhensible. Simplement là aussi, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, là il faudrait quand même poser les bonnes questions. Qui est responsable du fait qu'aujourd'hui des jeunes comme Mohamed Merah il y a 2 ans, Amédi Koulibaly il y a 2 semaines, ils vont s'attaquer à des juifs parce que juifs, et ils le font explicitement parce qu'ils pensent que là ils interviennent de façon directe sur la question palestinienne. Qui est responsable de cette confusion grossière? Il faut poser ces questions-là. Voilà. Il y a des responsables de cette confusion-là qui ont défilé aux côtés de François Hollande le 11 janvier, il s'appelle Benjamin Netanyahou. C'est apprendre à ne pas laisser, à écouter jusqu'à en chier. C'est moi, lui, nous, et nos trajectoires de chien-loup. C'est apprendre à ne pas laisser, à écouter jusqu'à en chier. C'est moi, lui, nous, et nos trajectoires de chien-loup. La religion, c'est l'opium du peuple, virgule, c'est le souffle de l'esprit opprimé.
je les somme presque aujourd'hui de bien nous faire comprendre qu'ils n'adhèrent pas. C'est évident qu'ils n'adhèrent pas. Rokhaya Diallo, vous êtes musulmane, hein, oui, je suis musulmane. Vous vous sentez directement concerné par ce que dit quand j'entends dire que qu'on somme les musulmans de se désolidariser d'un acte qui n'a rien d'humain, oui, effectivement, je me sens visée. J'ai le sentiment que toute ma famille et tous mes amis musulmans sont mis sur le banc des accusés. Vous ne comptez pas vous désolidariser. Non, mais vous pensez vraiment que je suis solidaire? Excusez-moi, mais ce sont quand même des attentats qui sont commis par des gens qui se réclament de votre religion. Vous avez vraiment besoin que je verbalise le fait que je suis aussi choquée que vous? Effectivement, j'aimerais donc moi, je suis la seule autour de la table à devoir dire que j'ai rien à voir avec ça. Un peu cette je suis extrêmement choquée parce que vous êtes en train de dire Yvan Rioufol et c'est ce qui crée la division. D'une part, vous exprimez en tant que catholique, qu'est-ce que ça veut dire? Je m'exprime en tant que citoyen. Oui, moi j'ai pas la casquette citoyenne. Moi je suis que musulmane, je suis citoyenne. Travail à gauche s'adresse à votre entendement sur Radio Campus 106,6 en modulation de fréquence. C'était Yvan Rioufol, éditorialiste du Figaro, deuxième quotidien français le plus lu, qui sommait Rokhaya Diallo, intellectuelle, militante antiraciste et musulmane, de se désolidariser des terroristes. C'est peut-être aussi un peu à cause de ce genre de gala qu'on en est là, non? Il y a sûrement tout un tas de raisons. Moi, j'en identifie 3 qui me semblent importantes. La première, elle est plus qu'importante, elle est fondamentale, elle est profonde, et elle va bien au-delà, et elle remonte bien avant de ce qui s'est passé ces jours-ci, même depuis 10 ans. C'est vraiment un problème français, c'est la façon dont la France gère, ou plutôt ne gère pas, ou gère très mal, son héritage colonial, et son histoire postcoloniale. Les frères Kouachi, Ahmedi Koulibaly, Mohamed Merah hier, il y a 2 ans, Boubacar El Hakim, dont on a un peu réentendu parler là, qui est le gars qui a revendiqué, qui est fortement impliqué dans l'assassinat des 2 opposants tunisiens en 2013 en Tunisie, Chokri Belaïd et Mohamed et Brahmi, était aussi quelqu'un qui était né dans les banlieues françaises. Tous ces gens, ils ont en commun d'être nés dans nos banlieues, en tout cas pas les frères Kouachi, puisque c'est des pupilles de la nation, ils étaient orphelins, ils ont grandi dans des foyers, et d'être des franco-maghrébins. Donc, c'est pas exogène. Ces mecs-là, c'est pas des monstres qui nous sont arrivés de la Lune ou d'Irak ou de Kaboul, c'est des Français. Donc ça, il faut le regarder en face. Et la première des raisons, à mon avis, donc pour répondre à ta question, c'est que ils viennent de territoires du pays et de parties de la population qui sont stigmatisés. C'est des enfants ou des petits-enfants d'ouvriers qui sont venus du Maghreb, qu'on a été chercher après la colonisation pour faire nos routes, pour faire nos métros, qui ont vécu dans des quartiers stigmatisés, qui ont été mal payés, qui aujourd'hui, pour partie d'entre eux, les Chibani, on va leur chercher des poux quand ils viennent aller reprendre, finir leur vie au pays parce qu'on les accuse d'être fraudeurs. C'est une population qui est stigmatisée depuis sa naissance jusqu'à la fin, à des degrés divers, et on n'est pas, je ne veux pas noircir le tableau puisqu'il ne faut, mais soyons lucides, en France, on n'a pas réglé les problèmes qu'on a avec cette population. Il faut rappeler qu'il y a eu, en 2005, une mesure qui a été prise sur le territoire national, qui était celui de l'état d'urgence. On l'a pris suite aux émeutes sociales, au soulèvement social dans les banlieues, en région parisienne notamment, mais pas uniquement. On n'avait plus vu ça depuis la guerre d'Algérie. Voilà. Donc en France, on a un vrai gros problème avec ça. On ne l'a toujours pas géré. On ne le regarde toujours pas dans les yeux. On n'a toujours pas fait notre aggiornamento sur la guerre d'Algérie. Tout ça, c'est des questions, des boulets énormes qu'on se traîne. À mon avis, ça c'est la première raison. La seconde, c'est que ces jeunes-là, beaucoup plus prosaïquement et beaucoup plus proches de nous, ils sont passés tous par la prison. Et ça nous rappelle un truc, c'est que les prisons en France, c'est une des fabriques du crime. Ça, encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est des institutions européennes, des observateurs européens qui dénoncent les prisons françaises comme étant parmi les pires d'Europe. Voilà, elles sont surpeuplées. Donc, les frères Kouachi, notamment, et Ahmedi Koulibaly, en prison, ils ont rencontré un mec qui s'appelait Jamel Begal. Et Jamel Begal, c'était un prédicateur radical qui était là, entre autres, pour recruter pour le djihad. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on va en prison, et on sait qu'en prison, on va à Marseille, ça on le sait bien, avec toutes les histoires qu'on a d'économie du shit dans les quartiers nord, on peut aller en prison pour un peu de trafic de shit. Et aujourd'hui, quand on va en prison pour un peu de trafic de shit, on peut tomber sur des mecs comme ça. Donc ça, c'est pareil. C'est pas la faute du djihad international, c'est la faute du système français. La troisième, elle est plus, je dirais, géopolitique. À mon avis, elle a à voir avec la politique internationale de la France. La France, aujourd'hui, est à déployer des troupes au Mali, également en Centrafrique. Elle se joint à des opérations en Irak et en Syrie pour lutter contre Daesh. Elle fait partie des pays qui, si on prend juste
la période qui remonte au début des années 90. On a eu en Irak une guerre qui a commencé en 91, qui s'est suivie par un embargo, qui s'est suivie par une autre guerre en 2003, qui s'est suivie par une occupation, avec Abu Ghraib et Guantanamo, tout ça. 2003, il faut être honnête, la France n'y a pas participé d'ailleurs. Ça montre bien à quel point c'est important, ces moments-là. Moi, quand j'étais la dernière fois que j'étais en Palestine, c'était il y a 1 an et demi. Chaque fois que je parlais de la politique française avec mes interlocuteurs palestiniens, les 2 bons souvenirs qu'ils ont de la France, sur cette période-là, depuis le début des années 90, c'est l'intervention de Jacques Chirac sur un marché à Jérusalem sans poignard avec un soldat israélien qui l'empêche de serrer la main à des commerçants palestiniens. Et c'est le refus de la France d'aller se battre en Irak. Tout le reste, ils disent que notre politique, elle est alignée sur les Américains, tout ça. Donc cette politique française, qui est en grande partie celle de l'OTAN et celle des États-Unis et celle des puissances occidentales dans la région, depuis 20 ans, et qui est menée quand même, on nous le dit depuis 20 ans aussi, pour la lutte contre le terrorisme, elle a créé du terrorisme. Il n'y a jamais eu autant de terroristes islamistes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et je pense que ce qu'on voit, ce qu'on a vu ces dernières semaines à Paris, ce qu'on avait vu il y a 2 ans à Toulouse, et ce que je crains on reverra de temps en temps en France et ailleurs, c'est en quelque sorte l'addition de tous ces éléments-là. Donc la réponse pour l'instant, elle est uniquement répressive et pénale. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est d'autant plus facile de nous vendre ça qu'on maintient bien tout le monde dans la séquence émotion. Parce qu'on est dans l'émotion, tout le monde pleure les morts, donc on va taper sur les méchants. Il faut sortir de ça et regarder que ça, c'est pas la solution. Il faut pas être angéliste. Il y a de toute façon des gens qui sont prêts à prendre les armes, à faire ce qu'ils ont fait. Et là, clairement, il y a un travail de police à faire. Il faut qu'il soit fait. Tout ça, c'est pas la question. Mais soyons honnêtes. Si demain on traite, on refait de la politique et du social de fond, du vrai social et de la vraie politique dans les quartiers stigmatisés, qu'on regarde en face et qu'on affronte tous ensemble ce passé colonial et qu'on affronte aussi avec les enfants qui sont issus de ce passé et qu'on leur redonne une place réelle dans la société. Si on traite autrement, si on révise notre politique pénale et qu'on n'envoie plus des gamins en tôle parce qu'ils ont fait 3 conneries et qu'ils peuvent y croiser à peu près n'importe qui, et qu'on cesse de soutenir la politique d'occupation d'Israël en Palestine et qu'on cesse d'intervenir dans tous ces pays du Proche-Orient, moi je suis quand même prêt à prendre le pari que ce genre d'événements, il y en aura beaucoup moins sur le territoire national. Voilà. Je pense que là, on a des clés, et il y en a d'autres, il y en a sûrement d'autres, mais là, on a quand même des clés importantes qui permettent de comprendre comment aujourd'hui on peut arriver à ce que des Mohamed Merah, des frères Kouachi, ils pètent complètement les plombs, ils se retrouvent avec des armes, et ils pensent être des soldats du djihad international en allant tuer des juifs dans un hyper-cachère à la porte de Vincennes. Il y a quelques jours, la ministre de l'Éducation nationale a annoncé une série de mesures pour l'école en résultat à l'attentat. Mais pour William Roger de la CGT Éducation, l'école ne peut pas compenser toutes les injustices d'une société qui répartit inéquitablement ses richesses. On pourra avoir la meilleure école du monde, y compris une école qui rappelle un certain nombre de valeurs d'une vraie laïcité ouverte, qui respecte les autres, qui apprend avec un apprentissage du vivre ensemble et qui apporte des savoirs partagés, le respect mutuel et qui apporte des connaissances, une école ouverte. On peut avoir ça, mais si maintenant la société est fermée à côté, c'est-à-dire que si on est enfermé dans son ghetto parce qu'on s'appelle Mohamed ou parce qu'on a comme adresse la ZUP de la Bourgogne et que c'est plus difficile c'est plus difficile de trouver du travail quand on habite là, que y compris les moyens qui sont donnés à telle école ne sont pas suffisants pour relever le niveau de cette école. Je parle là des moyens qui sont donnés aux écoles en réseau d'éducation prioritaire. Oui. Les écoles qui auraient besoin de davantage de moyens parce que elles ont des enfants qui ont plus de difficultés. Ça c'est important. Donc tout ça, il y a effectivement un lien. L'école ne peut pas tout, quoi. Dans une société où le chômage a un taux très important, où on a des enfants, tout ce qu'ils ont comme valeur, ou qui voient, c'est leurs parents qui étaient au chômage déjà, ou qui se sont crevés à la tâche pour des tout petits boulots et des missions d'intérim. Et il est certain que on pourra toujours rappeler et éduquer de la meilleure façon qui soit à l'école, ça sera complètement limité. L'école, de ce point de vue-là, n'apporte qu'une contribution, et
vrai combat quand même, c'est le vrai combat, oui, c'est changer les conditions économiques dans cette société capitaliste. Hein. On est inséré dans une société de classe, de ce point de vue-là, qui permettent de changer le rapport de force, de faire en sorte que la répartition des richesses soit mieux équilibrée et qu'on puisse avoir un véritable développement social, territorial. Donc des richesses mieux réparties, ça voudrait dire moins de coups de folie de la part de jeunes mecs qui dérapent complètement dans leur tête. Il n'y a pas forcément un lien mécanique, hein. C'est pas parce qu'on est au fond du trou, qu'on a vécu une misère, dans la misère, qu'on vit dans des quartiers difficiles, qu'on va forcément devenir tôt ou tard terroriste. Il n'y a pas du tout de lien mécanique, mais il y a un terreau. Il y a un terreau. Ça participe effectivement le terreau de la misère sociale. C'est ce qui, quand on n'a plus d'espoir, il y en a qui sombrent dans la drogue. Hein. Il y en a qui, à un moment donné, faute de désespoir, veulent se faire terroristes en quelque sorte pour être héros un court instant, avoir leurs 5 minutes de gloire et s'enfoncent et sont récupérés dans des réseaux, dans des filières, et puis voilà, ça participe de ça. Et donc il faut éradiquer cette misère sociale, ce terreau. C'est un élément essentiel. Au-delà de la reconnaissance aussi, éliminer les discriminations. Voilà, si on veut que quelqu'un soit bien dans sa tête, bien dans ses pompes, bien dans son corps, bien dans sa vie, il faut travailler à la fois son corps et son esprit. Travailler son corps, c'est lui donner les aliments qui lui permettent de se développer, et donc changer les conditions matérielles et économiques de ces quartiers populaires, de ces endroits qui subissent le plus, d'une part, donner du travail, etc., et changer son esprit. Oui, ça, de ce point de vue-là, sur l'esprit, l'école travaille, en quelque sorte. Hein, l'école travaille sur l'esprit, tandis que, de façon plus générale, la société peut travailler sur nourrir le corps, hein, pour employer l'image que je suis en train d'utiliser ici, quoi. Ça, c'est important. Mais c'est important de faire les deux, oui. Et voilà, et moi je serai attentif justement dans les propositions ministérielles qu'on n'oublie pas un aspect des choses. Et là je suis un peu sceptique de ce point de vue-là, parce que ce même gouvernement qui nous dit qu'il va améliorer, éduquer, travailler sur les contenus à l'école, c'est quand même ce même gouvernement qui prend des mesures économiques et sociales, avec la loi Macron par exemple, qui sont des mesures qui visent à nous faire payer la crise et qui prennent encore plus dans la poche de ceux qui ont déjà pas beaucoup. De l'indigène de service, je me torche avec le mode d'emploi, venu de la crasse, des Porsche et des sans-emploi. Je n'ai pas un brin d'humanité pour ces rats déshydratés qui au prorata des quotas sucent pour se faire accepter, sans baisser ni regard ni froc. À chaque époque c'est tabou, sans avoir à se mettre au garde à vous, sans atout ni joker et sans l'œil du cocker. Moi qui préfère encore avoir la marque du cocard, faut-il que je vole ma place ou que je la gagne comme un bon électeur? Je joue le sauvageon sous les projecteurs, je n'ai ni le cœur ni le temps pour des pourparlers. Si c'est ça être marginal ou un attardé, regardez, je l'écris en gros, en gras, en grand, sans avoir à faire semblant. Dans un monde blanc, bref, sans condition aucune, sans format ni code barre qu'on te colle au cul, ou alors qu'on me tue pour vouloir vivre et mourir tel quel. Là où l'existence pue, je suis toujours avec elle. Travaille ta gauche tous les 1er et 3e lundis 8h de chaque mois sur Radio Campus. Mais quand même, ces millions de gens dans les rues après les attentats, ça peut pas nous déplaire, à nous la gauche. Et puis, la parole ouvertement raciste était très minoritaire. C'est bon tout ça. Emmanuel Riondé, faut le dire. Alors, du mouvement lui-même, moi je suis plutôt porté sur optimisme. Il faut quand le peuple se manifeste, c'est plutôt positif. Après, moi je pense qu'on est, je sais pas, parce que je pense qu'on est vraiment sur une ligne de crête. On est dans un moment compliqué en France et en Europe. Cette fameuse crise qui perdure.
Et on voit depuis 7-8 ans partout en Europe remonter des partis d'extrême droite dans les urnes et autour. Voyons ce qui se passe en ce moment en Allemagne avec Pegida. Voyons ce qui s'est passé ces dernières années en Grèce avec Aube Dorée. Voyons le renouveau et la forme olympique du Front National en France. Donc tout ça, c'est des processus qui sont en cours. Ces partis-là vont encore faire des bons scores aux prochaines élections. Il y a aussi une extrême droite britannique qui se porte fort bien. Chez les Belges, je crois que c'est pas mal non plus. Donc, il y a d'un côté, il y a ça. Il y a ce danger, il est clair, il est politique, il est là. En France, on commence à l'expérimenter depuis les dernières municipales à l'échelle locale, et notamment à Marseille. Donc, ils sont là, ils ont des ambitions, ils s'en cachent plus. Marine Le Pen, elle ne se cache plus qu'elle a l'ambition de prendre l'Élysée. Oui. Et puis l'extrême droitisation globale des politiciens plus classiques même, finalement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, on a, complètement. En France, si on s'en tient qu'à la France, on a une extrême droite. Et ça, c'est un peu la bonne nouvelle, à mon avis, quand même, qui, clairement, maintenant, contrairement avec ce qui se passe avec son père, Marine Le Pen, elle affiche sa volonté d'arriver en haut du système et donc de l'intégrer, le système, ce que son père ne faisait pas vraiment. Du coup, elle touche un peu aux limites, quand même. En tout cas, il y a beaucoup de contradictions à gérer. Parce que dans l'électorat du Front, là, par exemple, dans la séquence des tueries là, de Charlie Hebdo, tout ça, elle a dû faire un discours assez rapidement pour dire qu'il fallait pas faire l'amalgame entre l'islamisme et l'islam. Or, je pense que ça pose un problème à une partie de son électorat, ça. Il y en a beaucoup qui voudraient le faire, l'amalgame. C'est pour ça que je dis on est sur une ligne de crête. C'est-à-dire que là, tout le monde, y compris eux d'ailleurs, est sur une ligne de crête et ça peut basculer du bon ou du mauvais côté. Il y a vraiment des forces mauvaises qui sont à l'œuvre et il y a déjà des gens qui ont commencé dans l'espace médiatique à prendre la parole pour dire que les musulmans devaient se désolidariser en tant que musulmans de ce qui s'était passé, ce qui revient à faire d'une partie de la population de ce pays à les singulariser, à les écarter, à les mettre à part parce que musulmans. Et ça, c'est quand même très drôle que ça soit, c'est des discours qui soient tenus par des gens qui prétendent défendre la République. C'est-à-dire qu'ils oublient juste que ces gens-là sont d'abord des citoyens. Et il n'y a aucune raison que les citoyens musulmans en France aujourd'hui aient plus à se désolidariser des frères Kouachi que toi et moi, qui ne sommes pas musulmans. Il n'y a aucune raison. Donc ces gens-là aujourd'hui occupent l'espace. Et cela, comme le Front National, comme la droite qui s'est extrémisée, effectivement, ça c'est le risque. C'est que là, la ligne de crête, on part du mauvais côté. La possibilité positive, c'est que ça serve d'électrochoc pour prendre conscience des questions qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on peut aussi parier sur l'intelligence des gens et ça va dépendre aussi de notre façon à nous d'occuper l'espace et d'investir le débat et de porter le fer. Il faut y aller, quoi, selon toi. C'est du rapport de force, pardon. Il faut aller dans les manifs, il faut y aller, il faut s'engager dans les choses. Oui, moi je crois là qu'il faut, effectivement, là je crois que... Enfin, moi j'ai pas de souci avec ça, je pense qu'il faut y aller. Il faut dire que je suis pas Charlie. Il faut surtout pas se laisser intimider. Il y a eu une journaliste de politique de France 2 qui s'appelle Nathalie Saint-Cric, qui au lendemain de la manif du 11 janvier a dit à la télé, sur sa chaîne, qu'il fallait repérer ceux qui ne sont pas Charlie et les traiter. Ce qui, là aussi, c'est un peu comme celui qui veut déradicaliser. C'est des mots qui font un peu peur. Et je crois que là, il faut prendre les devants, il faut l'appeler, Nathalie Saint-Cric, lui envoyer des tweets, des coups de téléphone, des messages, et dire voilà, bonjour, moi je m'appelle Manu, je m'auto-repère, je vous fais gagner ça, je ne suis pas Charlie, maintenant venez me traiter. Il faut les mettre face à leur responsabilité, ils disent des choses graves, ces gens-là, qu'elles viennent nous traiter. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut nous traiter avec quoi? Avec des pesticides, elle veut nous mettre en prison, elle veut dire qu'on est des collaborateurs des terroristes. Il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut faire en sorte que ça soit eux qui soient en position de justifier de tels propos. Nous, on ne dit rien de grave. Nous, en disant on n'est pas Charlie, on n'est pas en train de dire qu'il fallait tuer Charlie. On dit juste qu'on ne cède pas à cet unanimisme, qu'il faut garder comme pour reprendre l'expression je crois que c'est Julien Saleng qui a dit ça, le cœur chaud et la tête froide, et que là, il n'est pas question de se contenter de réponses pénales. Les réponses pénales militaires là-bas et des flics ici, ça fait 20 ans qu'on nous les sert, le résultat, on vient de le voir. C'est plus de terrorisme. Donc c'est juste, même sans être militaire, en étant juste pragmatique, ça ne fonctionne pas. Le terrorisme, ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'on lutte contre, il y en a de plus en plus partout au Proche-Orient. Donc ça ne fonctionne pas. La religion, c'est l'opium du peuple, virgule, c'est le souffle de l'esprit opprimé. L'émotion médiatique, le fait divers, ça a une traduction politique pour Gilles Balbastre. On passe d'un accent du Sud à un autre. Ces événements ou ces faits divers qui dégagent de l'émotion vont créer une
une plateforme qui s'appelle Nada, d'autoproduction. On sort un film là qui va sortir dans quelques jours, dans quelques semaines, qui s'appelle Cas d'école, où on montre comment au fond de plus en plus les politiques publiques se décident à partir de faits divers. Ça a été les gestions de lois, notamment pas mal de lois sur la sécurité de Sarkozy à partir de faits divers, et ça continue. Et ces événements-là, qui sont des événements qui existent, hein, je veux dire, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo n'est pas un petit événement, c'est un événement. Il y a certainement raison de se poser des questions, etc. Enfin, je ne sais pas si réellement c'est posé des questions, si les médias ont posé des questions, et si tous les experts en terrorisme que j'ai cités désiraient déjà poser des questions. Je ne suis pas persuadé, mais c'est pas dans des moments comme ça qu'on peut poser une gestion d'un pays. C'est comme si en 1980 on aurait pu supprimer la peine de mort après le meurtre et l'assassinat ou le viol d'un petit enfant. Il faut poser les choses pour faire avancer les choses, etc. Les lois peuvent se faire en dehors de moments d'émotion, les décisions peuvent se faire en moments d'émotion. Non. Tout ça fait penser quand même à un immense écran de fumée, un écran de fumée qui permet, en tout cas, d'occulter d'autres problématiques plus importantes. Moi, ce que j'ai vu dans cette opération, quand même, qui a été menée, c'est une opération de blanchiment. Blanchiment d'argent sale, blanchiment d'actions sales. Blanchiment médiatique, parce que tous les médias se sont précipités pour dire « je suis Charlie », en termes de liberté d'expression, c'est quand même assez étonnant que des médias détenus par des grands groupes industriels et financiers, qui par exemple, des médias ou même de services publics qui virent des humoristes comme Porte et Guy ont fait ça il y a quelques années parce que ça plaisait pas, face des leçons de morale autour de la liberté d'expression. Voilà. Commencer à dire oui, enfin dans énormément de coins en France, on voit des situations de ravage du capitalisme, de précarisation de l'emploi, de paupérisation, de flexibilité, d'emploi de plus en plus peu considérés, peu payés, et ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences envers ces prolétaires, ces ouvriers qui travaillent dans ces secteurs-là maintenant, ces prolétaires des services, ces prolétaires encore de l'industrie. Et parmi ces prolétaires, il y a énormément de gens qui sont issus d'immigration, comme par hasard. Non, mais commencer à poser ça, c'est comme si tu commençais à valider les attentats. Tu ne pouvais pas te dégager de l'émotion de « je suis Charlie » et je comprends que des gens soient émus, je comprends que des tas de compatriotes de toutes sortes soient allés manifester. Moi je suis passé, bien sûr que ça peut être émouvant, mais derrière c'est quand même l'opération de blanchiment en marche. Il y a quand même des sacs-coups qui sont portés sur les collectifs, sur les idées, sur la réalité palpable des gens, que ça soit chez nous, que ça soit dans le monde entier. C'est-à-dire que ce système économique et politique occidental, capitaliste, est quand même un système qui ravage, qui fait des dégâts. Voilà. Donc, on peut peut-être poser cette analyse-là dans quelque chose qui vient de se passer, sans pour autant, encore une fois, aller hop, parce qu'il faut à chaque fois qu'on s'excuse presse, s'excuser. Voilà, on n'excuse pas, on cautionne pas, on essaye d'analyser. Et la course à l'émotion, telle que la pratique l'émotion, empêche justement l'analyse. C'est-à-dire que grosso modo, il te parle de liberté d'opinion, mais tu as intérêt d'en avoir qu'une. T'as intérêt d'en avoir qu'une. Et celle de l'émotion. Parce que dès que tu commences à essayer de porter quand même d'autres problématiques ou d'autres réalités, tu te fais, t'es grosso modo du côté des assassins. Ou tu risques de l'être, on peut te dire, mais vous, à quoi vous jouez au fait? Voilà, mais pourquoi vous commencez à vouloir être en dehors de l'Union nationale? Voilà, l'Union nationale, c'est vrai qu'il y a des souvenirs quand même en 14, c'était l'Union nationale, il fallait aller sur les Boches. Voilà, bon, l'Union nationale, c'est pas toujours quelque chose de remarquable, surtout que l'Union nationale, les peuples n'y vont pas comme ça, ils y vont parce qu'on les amène. On les amène. Alors c'est sûr que les peuples adhèrent. C'est toujours les peuples qui sont cons. Ils y vont. Oui, enfin, quand tout la toile de fond dit qu'il faut y aller, après, faut pas s'étonner que quand même on puisse y aller. Ah ouais, c'est assez mal barré en fait. Reste la dernière question qu'on a posée à Emmanuel Riondé. Que faire? Il y a aussi eu des interventions
informations très intéressantes, moi j'ai trouvé. Donc il faut les valoriser, il faut les donner à lire, à entendre, à écouter, il faut en débattre, il faut aller parler avec les gens, il faut y aller là aussi le cœur chaud mais la tête froide. On est sur une ligne de crête, donc demain on peut se retrouver avec effectivement un pays qui considère que tous les musulmans sont des dangereux ennemis du monde libre. Or des musulmans en France il y en a 3 millions, on vit ensemble, c'est des citoyens, on veut pas de cette France-là, on veut pas de ce monde-là, donc là il faut se battre. Là c'est du rapport de force, il faut y aller, il faut occuper le terrain, moi c'est ce que je pense. Philippe Corculf dit qu'il faut créer des mouvements. Je suis Charlie, donc antiraciste. Oui, pourquoi pas. Je pense qu'il faudrait, effectivement, ça vaudrait le coup aujourd'hui de repartir du je suis Charlie et de le déconstruire, de dire qu'est-ce que ça veut dire je suis Charlie. Si je suis Charlie pendant 2 heures, ça a voulu dire qu'il a suivi la mort des mecs, ça a voulu dire je suis pour la liberté d'expression. Moi j'étais Charlie, on était tous. Oui, oui. Des journalistes dans leur rédaction venaient de se faire tuer froidement par des mecs avec des kalachnikovs. Moi je suis pour la liberté d'expression partout, tout le temps. Si ça veut dire ça, si ça veut dire rester dans l'émotion pendant 5 ans, pendant qu'on fait n'importe quoi au bout du monde, non, je ne suis pas Charlie. Donc peut-être oui qu'il faut dire je suis Charlie et apporter quelque chose. Ouais. Mais en tout cas je pense qu'il faut vraiment investir le débat, occuper l'espace et y aller. Il ne faut pas laisser la place à ceux qui demandent aux musulmans de se désolidariser, à ceux qui nourrissent l'amalgame. Il y en a qui n'ont pas attendu le soir même des attentats, le maire du 7e secteur de Marseille, Stéphane Ravier, maire Front National, il a envoyé un tweet dans lequel il disait en quelques mots les gens sont en train de comprendre que le FN avait raison avant tout le monde, et l'image qu'il avait mis avec ça, c'était une carte de France recouverte du drapeau algérien avec des hérissés de minarets avec une femme voilée. Le soir même, il a balancé ça, le mec. Donc eux, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de scrupules. Donc n'ayons pas peur. Ne nous laissons pas intimider par ces discours-là et portons le fer. Et voilà. Et je pense que là, il faut y aller. Houellebecq, Zemmour, voilà, des gens contre qui, quand je dis il faut aller occuper l'espace et débattre, il faut y aller. On a aussi un problème avec les médias. C'est-à-dire que quelqu'un comme Zemmour, je sais plus qui disait une fois aussi dans un débat à Marseille, le problème, c'est pas ce que Zemmour pense, c'est que Zemmour est partout. Et c'est ça. Moi, je suis pour la liberté d'expression, j'assume ça. C'est-à-dire que ces gens-là ont le droit de dire ce qu'ils pensent. Houellebecq, Zemmour. Le problème, c'est que Zemmour, ça fait 2 ans, on le voit partout. Il a des chroniques à la télé, à la radio. C'est ça le problème. Moi, je veux bien que Zemmour soit partout, mais alors mettez-nous Grèche partout. Voilà. Or, c'est pas le cas. Donc, il faut que tous autant qu'on est, qui pensons qu'il y a autre chose à dire, il faut qu'on essaie de le dire là où on peut le dire. Y compris sur Radio Campus Lille ou sur Radio Grenouille à Marseille. Il n'y a pas de petits médias. Quand on nous tend le micro, il faut le prendre et parler, quoi. Je pense que on n'a pas le choix. C'est apprendre à ne pas laisser, à écouter jusqu'à en chier. C'est moi, lui, nous, et nos trajectoires de chien-loup. C'est apprendre à ne pas laisser, à écouter jusqu'à en chier. C'est moi, lui, nous, et nos trajectoires de chien-loup. Tout au long de l'émission, vous avez entendu la rumeur telle qu'elle. Voilà ce qu'il faut dire. C'est un exercice qui peut provoquer des vomissements, ou des vertiges ou des déséquilibres. Travail du cervelet, travail de la rate, travail du foie. Ça va vous secouer un petit peu. Et voilà le travail. C'était Travaille ta gauche, l'émission qui s'adresse à votre entendement les 1er et 3e lundis de chaque mois sur Radio Campus 106,6 et campuslille.com. Rendez-vous le lundi 16 février à 8h pour continuer à penser aux causes et aux conséquences de l'attentat à Charlie Hebdo avec Saïd Bouamama, William Roger, Gilles Balbastre, Didier Porte et Philippe Tesson et Nathalie Saint-Cric. Retrouvez nos émissions sur YouTube, tapez Travaille ta gauche. En réalité, la peur dans les discussions, elle est beaucoup traduite par l'expression de ce terme hogara, qui est un terme arabe, d'arabe populaire, et qui est traduit en français quelque chose de particulier. Hein, donc, il est intraduisible en fait, mais si on veut le ramener à une traduction la plus proche possible, c'est un mélange d'humiliation, de mépris et d'exploitation.
c'est l'articulation entre le sentiment d'être exploité, plus, en plus de l'exploitation, le pied qui t'écrase, c'est-à-dire la dimension d'humiliation. Là.